Bonjour tout le monde. On se retrouve ce matin pour parler de marketing tribal. On termine la matinée avec Marion Le Goualer, qui est cofondatrice d'Endro et également la responsable communication et marketing de l'entreprise que vous avez cofondée avec votre conjoint en juin 2019 sur le territoire de Lannion. Donc Endro Cosmétiques, c'est une entreprise, vous créez, fabriquez et commercialisez des produits cosmétiques, une gamme qui se veut bio, naturelle et respectueuse de l'environnement. Et donc ma première question, Marion, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était justement un petit peu de connaître un petit peu la genèse de la création de votre entreprise, comment vous est née l'idée, pourquoi vous êtes implanté sur le territoire et qu'est-ce que Endro Cosmétiques veut dire. Oui, alors la création d'Endro Cosmétiques, c'est un peu venu de nulle part, enfin, de ma salle de bain, on va dire plutôt ça comme ça, parce que à mes 25 ans, en fait, je m'interrogeais un petit peu sur les produits que je m'appliquais au quotidien sur la peau, sur leur composition et aussi leur efficacité, qui n'était pas toujours au rendez-vous. Donc j'avais beau essayer de consommer un peu plus bio et aussi avoir moins de plastique possible dans ma salle de bain, c'est quand même un gros pari, en tout cas à cette époque-là. Et du coup, je me suis dirigée naturellement vers le do-it-yourself. Donc faire mes produits moi-même à la maison. Et voilà, j'ai regardé un petit peu des articles, j'ai regardé dans des bouquins. Ma grand-mère Au final, vous n'étiez pas dans votre garage, mais dans votre salle de bain. Voilà, quoi. c'est ça. Et du coup, j'ai testé voilà, une petite formule assez simple. Je me suis dit, si c'est des ingrédients que je peux consommer, parce que c'est des ingrédients naturels qu'on peut retrouver dans la cuisine finalement, et ben il n'y a pas de souci pour ma peau non plus. Donc voilà, j'ai créé un déodorant à partir de 4 ingrédients et j'ai été moi-même bluffée par le résultat. Donc en fait, je me suis dit mais waouh, pourquoi on n'a pas inventé ça avant, parce que en tout cas jusque-là je l'avais pas vu à dispo en magasin. Et puis après j'ai essayé de l'offrir à mes collègues parce que moi j'étais architecte à l'époque, pas du tout dans le milieu de la cosmétique non plus, mais voilà, j'ai toujours aimé créer, faire, voilà, essayer des choses par moi-même. Donc je l'ai fait tester, je l'ai offert à Noël et en fait j'ai eu que des bons retours sur ce produit-là. Donc avec Boris, on s'est vraiment interrogé, on s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose à créer autour de ce produit, peut-être le décliner en différents parfums et lancer une marque. Et voilà, c'est né comme ça. Donc ça c'était en 2018-2019. Très bien, parce que donc on prononce bien Endro Cosmétiques, non pas Andro Cosmétiques. Ouais. Endro, ça a une signification en breton, c'est bien ça? Oui, alors du coup on est tous les deux bretons avec Boris, effectivement on est de Lannion tous les deux. On s'est rencontrés au lycée ici. Et on cherchait en fait à revendiquer un peu nos racines bretonnes parce qu'à l'époque, quand on a vraiment eu l'idée du projet, on était encore à Bordeaux. Je travaillais à Bordeaux. Et donc on a cherché un nom breton pour vraiment faire appel, faire écho à nos origines. Et Endro, on a trouvé que ça sonnait bien et en plus ça signifie environnement, donc en breton, environnement nature, et ça faisait complètement écho à nos valeurs aussi et à qui on était et ce qu'on voulait passer comme message au travers de nos produits. D'accord, donc vous, dès le départ, quand vous avez créé votre entreprise, vous avez intégré votre communauté au sein de votre stratégie de communication. Et justement, pour construire votre stratégie, vous êtes parti d'où? Et aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que je crois qu'au départ, c'est parti d'une campagne Ulule que vous avez lancée. Oui, alors comme je le disais, donc l'idée c'était comme un produit, donc je l'ai ramené ici, voilà, il est là. Donc c'est donc un petit bocal qui est vraiment pas ordinaire, on va dire, un peu à l'ancienne aussi, le côté fait main. Et comme c'est des produits avec une gestuelle différente où on applique à la main, on avait vraiment besoin d'avoir la validation du client, la validation de la personne qui va utiliser ce produit. Et comme on sortait de nulle part, on n'était pas connu de personne, on n'avait jamais fait de cosmétique avant, on avait 25 ans. Donc l'idée c'était d'abord de faire tester à notre entourage, notre famille, les amis. Mais l'étape suivante, donc avant la commercialisation pure, effectivement, on s'est dit comment faire connaître le produit. Et donc il y avait Ulule, qui avait super bien marché avec Respire, c'est un peu la marque référente dans la cosmétique et qui s'était lancée juste un tout petit peu avant nous. Je me souviens, j'avais vu, parce que je suivais Justine Hutto sur les réseaux à ce moment-là, et dans le métro à Bordeaux, je vois, dans le tram à Bordeaux, je vois qu'elle lance son truc et je me dis « Ah non !» C'était 5 mois avant et du coup, voilà. Mais donc ouais, campagne Ulule en juin 2019, lancée le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, il n'y a pas de hasard. Et du coup, on lance ça
ça. Donc Ulule, après, ça fonctionne par cercle. Donc d'abord, c'est la famille, les amis, l'entourage. Et ensuite, chacun partage. Donc en fait, on essaye de fédérer comme ça une vraie communauté. Et c'est là que ça a un petit peu commencé, quoi. Parce que vous étiez aussi présente dès le départ sur les marchés locaux pour justement vendre vos produits. Ça a permis aussi donc d'agrandir votre communauté, d'obtenir un peu de notoriété en local. Comment est-ce que vous avez vécu ce retour client en direct au final? Parce que vous vendiez vos produits là à des personnes qui ne vous connaissaient pas encore l'entreprise, les produits. Donc là, le retour était direct. Oui, donc déjà, sur Ulule, ça nous a permis de toucher des personnes qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaissaient pas. Donc là, l'intérêt d'avoir une belle vidéo aussi, de bien mettre en avant le produit, bien expliquer comment on l'utilise, comment il s'applique, etc. Il y avait vraiment toute une pédagogie à faire autour de ce produit-là. Et ensuite, en même temps, en fait, au même moment, on a créé page Facebook, page Instagram, parce que nous, ça passait beaucoup par le visuel finalement. Donc voilà, on était un peu moins sur Twitter ou sur ce genre de réseau-là. Et effectivement, une fois que la campagne Ulule était terminée, donc c'est quand même quelque chose, une campagne Ulule, il faut savoir l'animer aussi, parce qu'en fait, voilà, ça fonctionne comme une vague. Il y a un bel entrain au début, et puis voilà, tout le monde participe et c'est chouette. Il y a l'effet nouveauté, nouveaux produits qui arrivent, et après, il faut effectivement continuer à... Après, il y a le creux de la vague, où ça se calme un petit peu, et puis il reste les derniers jours, et c'est là où il faut tout donner. Le pourcentage, les 100%. C'est ça. Bon, nous, on a eu la chance d'atteindre les 100% assez facilement, parce qu'on avait un objectif de 200 précommandes, et on en a atteint 1500. Donc c'était super. Et puis, donc du coup, voilà, l'animation déjà sur les réseaux sociaux avec ça. Par exemple, si on atteint tel palier, voilà, vous aurez telle récompense. Et puis toujours déjà essayer de citer les personnes qui participent au projet et qui y croient, en citant des prénoms, en essayant vraiment d'humaniser au maximum en fait, le soutien que les personnes nous donnaient à ce moment-là et qui nous connaissaient de nulle part, pour les remercier, voilà. Et effectivement, après la deuxième étape, une fois que la campagne a été terminée, donc fin juin, nous on s'est dit la meilleure option pour faire connaître nos produits, déjà c'est de retourner en Bretagne, parce que on était encore on n'avait pas encore lancé le produit, donc on a cherché un local, etc. On s'est réinstallé à Lannion, et puis de faire les marchés, parce que les marchés, il faut y aller, faut se lever tôt, et puis il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort pour justement aller au contact direct avec les personnes. Mais c'est hyper formateur, et en fait, le fait d'être visible et de permettre la conversation directe en fait, avec la personne qui va utiliser le produit, ça c'est top, parce qu'en fait, il n'y a pas cette barrière de marques cosmétiques entre guillemets un peu inaccessibles, et voilà, on sait que c'est fabriqué, on sait pas où, on sait pas par qui. Là c'était vraiment contact créateur, contact fabricant, et je pense qu'il y a un côté réassurance et confiance qui se faisait naturellement. D'accord, le fait d'avoir été sur les marchés tout de suite, ça vous a permis d'un petit peu peut-être de revoir le produit, ou non, il était au niveau de formulation, c'était bon, ça vous a juste confirmé, revalidé que vous étiez sur la bonne voie? Toucher aux formules, parce que en fait, quand on lance un produit donc cosmétique sur le marché, il y a les validations formules à faire en amont, déposer des dossiers, etc. En amont aussi, et qui coûtent de l'argent, entre guillemets. Donc voilà, ça aurait pu, si vraiment on s'était rendu compte que les produits convenaient pas du tout et qu'il n'y avait pas du tout d'accroche en fait de la part du client, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, ce qui était vraiment très fort sur les marchés, c'est que du coup, toutes les semaines, on refaisait les mêmes. Et de semaine en semaine, on avait les mêmes personnes qui revenaient, et puis qui passaient derrière le stand et qui disaient, quand il y avait quelqu'un qui était devant, « Ah, ce produit-là, il est vraiment génial, je l'ai testé la semaine dernière, il est top, c'est parfait. » Et là, on a la validation, donc forcément, la communauté vend à votre place, voilà, au final ce qu'il en est. D'accord. Donc c'est vrai qu'au niveau de la communauté, quel est son rôle aujourd'hui au sein de votre entreprise? Est-ce qu'elle vous aide dans la prise de décision justement? Comment est-ce que vous prenez en compte son avis? Oui, effectivement, donc on a vraiment essayé de garder ce lien de proximité avec nos clients, nos utilisateurs. Donc ça passe par les réseaux, parce que voilà, c'est la façon la plus simple qu'on a trouvée aujourd'hui de garder ce lien. Mais parce qu'on était à deux il y a 3 ans, maintenant on est une équipe de 40 personnes, mais on reste toujours aussi accessible, et on n'hésite pas à faire des sondages sur les réseaux sociaux, à
leur demander leur avis sur les produits, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils souhaiteraient avoir un nouveau parfum par exemple d'une certaine référence, ou est-ce qu'au contraire il y a vraiment des produits qu'ils n'aiment pas et qu'on devrait arrêter par exemple. Donc ouais, on les sollicite pas mal sur les réseaux sociaux, aussi en newsletter. Les newsletters, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Nous, notre C'est-à-dire, au niveau de la newsletter, vous dites je vais lancer tel ou tel produit, vous en pensez quoi? C'est quoi la formulation, l'odeur, ce genre de choses? C'est ça, en fait, depuis le début, on est assez transparent sur tout et aussi sur nos projets. Donc en fait, comme au tout début, l'histoire c'est Ulule, donc en fait, les gens qui ont participé participer à un projet. Et donc là, l'idée, c'est quand même de les garder avec nous dans cette aventure et qu'ils se sentent acteurs au final du développement de la marque, qu'ils en soient fiers. Voilà, les Bretons sont bien chauvins, donc ils aiment bien quand une marque cosmétique bretonne poursuit son aventure, on va dire. Et donc effectivement, sur le développement des nouveaux produits, par exemple, on va faire un formulaire, Google Form, très simple, et puis on va poser un certain nombre de questions. On envoie donc à notre base client qui aujourd'hui, on a à peu près 35 000 clients, et puis on voit suivant les retours un petit peu, ça nous aide en tout cas, même si nous on a déjà choisi entre guillemets quel type de produit est-ce qu'on pourrait sortir par rapport aux tendances marché, etc., ce qui peut se faire. En fait, c'est eux qui viennent valider un peu nos idées et nous aider comme ça dans la décision du développement, quoi. D'accord. Je rappelle ceux qui nous regardent à distance que vous pouvez poser vos questions sur le chat et Marion y répondra à la fin de sa présentation. Justement, quand on échangeait pour préparer votre intervention, on parlait aussi au niveau de vos clients, que vos clients devenaient aussi des ambassadeurs, ils devenaient aussi des testeurs. Donc ça, au niveau de votre communauté, c'est quelque chose que vous avez intégré aussi. Vous faites appel souvent à eux pour venir peut-être à l'entreprise tester des choses, ou vous avez fait appel à eux pour être ambassadeur de votre marque. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Ouais, comme au début, on faisait beaucoup de tests en interne, donc avec notre équipe, et puis éventuellement notre entourage, la famille, voilà, maman, papa, tu veux tester le nouveau, le nouveau déo. Bon, au bout d'un moment, voilà, et puis après c'est les parents, ça reste la famille, donc forcément ils vont cautionner. Mais non, on a vite essayé de trouver des testeurs, alors locaux, c'est-à-dire dans le coin de Lannion, quoi, qui déjà connaissaient la marque et qui étaient intéressés pour faire cobaye, entre guillemets, des nouveautés. Et donc effectivement, on a gardé ce groupe de testeurs qui sont aujourd'hui une 15-20. C'est à peu près le nombre de personnes qu'il faut pour tester un produit. Donc vous avez un noyau principal de 15 personnes à peu près que vous sollicitez de façon régulière pour tester vos produits. S'il y a vraiment des allégations particulières qu'on voudrait revendiquer sur un produit, par exemple peau sensible, effectivement on peut juste aller chercher des personnes qui ont cette peau sensible ou réactive et puis comme ça avoir des retours qui sont vraiment bons pour le type de produit en particulier, quoi. Oui, parce que ce qu'on se disait aussi, c'est qu'au final, votre communauté, elle propose aux futurs clients aussi, elle leur apporte une information sur comment utiliser les produits. C'est ce que vous avez aussi remarqué. Oui, une fois qu'une personne a adopté un produit, je pense qu'en plus, les nôtres, il y a une certaine... on doute en fait au début de l'efficacité, on se dit ok, c'est encore naturel, bio, ouais, est-ce que ça va marcher? Il n'y a rien dedans, est-ce que ça marche? Voilà. et en fait, passer ça, ce cap de j'essaye et puis je vois, ils en sont encore plus convaincus et ils ont envie de convaincre les autres. Et c'est ça qui est vraiment fort. Et en fait, moi, quand on parle de communauté, c'est un peu... J'ai toujours pas un peu de mal avec ce mot parce que de toute façon, c'est passé dans le langage classique. Mais je dirais que c'est presque plus comme une famille. Il faut se dire c'est un peu une famille ou un groupe d'amis, de connaissances. Et l'idée, c'est que ces personnes-là, en fait, on ait un lien quand même assez proche avec eux. On va pas trop les froisser, mais on va pas trop leur mentir non plus. Et on va faire en sorte que voilà, ça fonctionne bien. Et après, en plus, quand ils ont testé les produits, c'est le bouche à oreille derrière qui fonctionne, quoi, comme à l'ancienne sur les marchés. Parce que c'est vrai que comme vous nous disiez, c'est comment est-ce que vous gérez les feedbacks et les demandes de votre communauté, comment vous y répondez? Vous me disiez que justement la réponse individuelle, prendre du temps, c'est important. Oui, on part aussi du principe que quand une personne prend le temps de laisser son avis, un commentaire ou autre, c'est déjà énorme parce que le français est quand même... je parle un peu, je vais peut-être me faire... le français aime bien râler. Voilà. Il dira quand ça marche pas, mais il dira pas quand ça se passe bien. Il va plutôt dire quand c'est pas bien. Donc nous, quand il y a une personne qui vient commenter une publication, que ce soit une publicité, mais un post qu'on fait nous-mêmes ou même un message privé,
eh ben, il faut vraiment lui accorder de l'importance. C'est pas juste voilà, la personne qui dit ah trop bien j'ai testé et puis on le laisse comme ça en vue. Voilà, non, enfin, on essaye au moins de mettre un petit j'aime ou un petit super merci pour votre retour. Et comme ça, le fait d'accorder toujours une petite importance individuelle, je pense que ça vient renforcer le lien et la personne. Et moi, je me mets à la place je me mets à sa place et je me dis bah cool, en fait, elle a vraiment vu mon message et elle a pris le temps de me répondre aussi. Donc c'est une marque qui reste accessible et à l'écoute de ses clients. Donc si je mets un commentaire sur Instagram, c'est vous Marion ou c'est Boris qui me répond? Des fois c'est encore nous, mais non, normalement non, on a une équipe, donc c'est vrai qu'en communication, donc je suis en charge moi de la partie communication marketing et du coup on est 6. Mais ça englobe un peu tout, c'est e-commerce, on va avoir développement produit. Mais effectivement, j'ai une personne qui est sur le community management et qui est en charge de créer toutes les publications, répondre à tous les commentaires. Et ça prend un temps monstre, tant mieux, parce qu'on a beaucoup de réactions et de commentaires. Mais voilà, il faut savoir que c'est une grosse charge aussi au niveau mental. Il faut être prêt aussi à... Quand on s'expose beaucoup, il faut être prêt aussi à prendre sur soi beaucoup, parce qu'en fait, il peut y avoir aussi beaucoup de remarques négatives. Ne pas le prendre personnellement et essayer de faire en sorte que cette critique soit constructive pour l'entreprise. Ouais. Est-ce que justement, quand on parle de ce marketing tribal, est-ce que vous auriez une expérience ou quelque chose qui vous viendrait en tête, quelque chose qui a été réussi et qui a impacté l'entreprise ? Oui, tout dernièrement, je dirais. En fait, donc on a lancé une gamme anti-âge. En janvier et en décembre on a voulu la faire tester en format miniature. Ouais. Donc format miniature, miniature, ah oui d'accord, un petit format donc avant de passer au full size, voilà. entre guillemets. Et donc sur le mois de décembre, en gros à partir de 60 € d'achat sur le site, on offrait un coffret miniature avec ces 3 produits là et l'idée derrière c'était déjà de faire tester les produits gratuitement entre guillemets parce qu'il y a quand même le passage de commande, mais c'est la période de Noël et donc on sait que nous on est une marque qui s'offre pas mal à Noël, et puis derrière de récolter les avis des gens qui ont testé. Donc déjà les avis étaient super enthousiastes, donc ça nous a vraiment conforté, même si le développement du produit en soi était déjà hyper avancé, ça aurait été compliqué de revenir en arrière, mais si vraiment on s'était aperçu que voilà, il y avait personne qui attendait ce produit là, on aurait fait machine arrière. Maintenant, voilà, c'était validé. Et en plus de ça, quand on a lancé les produits en grand format fin janvier, et là, il y a eu toutes les personnes qui ont pu tester le produit, en fait, qui sont venues, qui sont revenus en fait et qui ont acheté les produits. Ils disaient voilà, moi je suis déjà en rupture, j'adore ces produits, il faut vraiment que je les ai, et ensuite qui viennent mettre des commentaires, etc. sur les publis. Donc ça a vraiment boosté le lancement de cette gamme là. Et en même temps, quand on échangeait tout à l'heure, vous me disiez aussi que vous voudriez partager avec les gens qui nous regardent de leur entreprise, justement, à l'inverse, quelque chose qui a un petit peu moins fonctionné, ou en tout cas une attention particulière que vous voudriez porter sur justement la stratégie tribale. Oui, alors c'est hyper chouette d'avoir des personnes qui commandent, de s'exposer en fait, d'être une marque transparente. Je pense que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, surtout dans la cosmétique, parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on s'applique sur la peau sinon. Et par contre, il y a un autre penchant qui est un peu moins sympa, c'est quand aujourd'hui il y a beaucoup d'UGC, donc l'UGC ça va être les avis en fait clients filmés face caméra, la personne donne son avis sur le produit. Voilà, donc nous on a une personne qui l'a fait et qui l'a super bien fait, mais par contre derrière il peut y avoir des personnes qui vont commenter de façon assez méchante ou en tout cas qui se lâchent en fait sur les réseaux sociaux. Derrière un écran c'est très simple de mettre des commentaires pas très sympas, et donc là il faut vraiment être au taquet. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'être au taquet sur ces commentaires là pour les modérer, pour les supprimer si besoin, et si vraiment on voit que ça revient, c'est quelque chose qui est récurrent sur ce visuel-là ou cette vidéo-là, c'est peut-être que la vidéo, faut pas la mettre, quoi, parce qu'on est obligé de s'auto-censurer en fait des fois sur du contenu, parce qu'on se rend compte que ça déchaîne
Ça déchaîne Vous regardez les commentaires de la communauté et s'ils sont trop négatifs, à ce moment-là, vous dites il y a un problème, je retire la vidéo, je me pose la question et je vois comment je peux rebondir dessus. Quoi. Moi, ce que j'ai dit, c'est on envoie un message aux personnes qui ont commenté en leur disant que ça, c'est inacceptable comme comportement, que nous, on reste dans ce truc de bienveillance. Mais voilà, c'était des personnes qui ne connaissaient pas forcément la marque, qui n'avaient pas d'attache particulière. Et qui, voilà. Mais on s'est aussi fait reprendre des fois parce qu'il y a des... En fait, ça va très vite. Il y a une personne qui dit quelque chose, une autre qui va répondre, et puis hop, ça commence à se crêper le chignon en commentaire. Et ben, si on chope pas ça au bon moment, nous, ça nous est arrivé de pas voir ces échanges et du coup d'avoir un mauvais avis sur notre page Facebook où la personne disait je ne recommande pas cette marque parce qu'elle ne modère pas les avis, les commentaires qu'il y a sur les publications. Donc en fait, ça peut aller très loin aussi dans ce sens-là, quoi. Et du coup, on peut être vite, ça peut faire du bad buzz, quoi. C'est un peu le risque. J'ai pris quelques questions que vous nous posez à distance. Pour vous, Marion, l'une des questions, c'est comment justement gérer une communauté dans le cadre d'une forte croissance, puisque votre entreprise a fortement grossi ces derniers temps. Et est-ce qu'on peut toujours accorder de l'importance à chacun? Oui. Accorder de l'importance à chacun, oui. Ça, c'est un pilier de votre entreprise. Ouais. Alors, c'est pas évident parce qu'on peut se dire c'est pas la priorité. Mais ça reste quand même des clients. Nous, on se veut vraiment customer centric. Donc, vraiment, le client, c'est lui qui va acheter le produit. Hein. C'est lui qui va en parler, c'est lui qui va faire le bouche à oreille. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même pas dénigrer ça. On est dans une société où on a une tendance à l'individualisme qui est plus. Et je trouve qu'il faut réussir à garder des échanges, du lien, des moments de partage un peu plus simples. On avait parlé aussi des lives éventuellement, enfin voilà, des choses en direct, des échanges en direct qui peuvent se faire. Et je pense qu'il faut continuer à garder l'importance à chacun. Par contre, c'est sûr que c'est une question d'organisation, de gestion du temps, quoi. Il y a des outils aussi qui permettent de faciliter ça. Par exemple, on peut, si une personne est en charge de la publication de posts et à la fois de répondre aux commentaires, ce qui est le cas de la personne chez nous, par exemple, elle peut programmer ses publications, donc ça va lui prendre moins de temps, prévoir ça en amont, et comme ça, elle se laisse un peu plus de temps pour pouvoir répondre aux messages. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, votre communauté, comment est-ce que vous arrivez à l'animer? Vous allez des fois physiquement les voir, vous les invitez à venir visiter l'entreprise, vous faites des rencontres virtuelles, comment est-ce que vous l'animez? Ouais, on fait pas mal de live sur les réseaux. Donc des lives pour présenter des produits, pour parler de vous? Présenter les produits, principalement. Des fois sur des périodes un peu de nouveaux projets aussi. On avait fait visiter l'entreprise en mode virtuel. Voilà. Après, sinon, effectivement, on peut faire des rencontres. Les rencontres, ça va être plutôt on l'a fait avec nos testeurs locaux, du coup, qu'on avait invités, et une sorte de table ronde un petit peu pour échanger sur les différents projets. Après, on a fait aussi des visites d'entreprise dans le cadre de la semaine du tourisme économique. Et voilà. Mais ouais, on essaye en tout cas d'être assez ouvert là-dessus. La visite d'entreprise, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe un peu plus aussi. Et puis voilà, après on reste quand même assez... Boris est très actif sur LinkedIn, donc on peut nous contacter assez facilement. D'accord. Pour revenir un petit peu à la communauté et à l'entreprise Dendro, c'est vrai, au niveau de vos valeurs, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui rassemble entre les valeurs Dendro et les valeurs de la communauté, ou quel est le pilier qui vous rassemble? On est sur des valeurs d'écoute, d'authenticité, je suppose. Oui, le côté authentique. Authentique, je pense, transparence. Voilà, petit bocal. Souvent on disait transparent jusqu'au bocal. Voilà, c'était un petit peu notre credo. Parce qu'il y a cette notion de consigne que vous portez aussi là-dessus. Vous souhaitez demain devenir l'entreprise européenne, je crois, de la consigne en cosmétique. En marche. Il y a plusieurs marques qui sont dans cette mouvance-là, mais c'est vrai que sur la cosmétique consignée, il n'y a pas encore tant que ça de choses qui se font. Donc on a vraiment à cœur de faire ça. Donc je pense qu'on se retrouve aussi sur des valeurs écologiques, forcément, de santé aussi. Et c'est des choses auxquelles les personnes font très attention aujourd'hui. Donc c'est compliqué de lancer une marque aujourd'hui sans avoir au moins un pied dans l'écologie ou un pied dans la santé. Donc
Voilà, mais je pense qu'on se retrouve autour de ça et le côté breton aussi qui plaît toujours. Très fort. Une dernière question, puis après on conclura. Est-ce que vous avez aussi prévu c'est une des questions qui a été posée, avez-vous prévu des rituels ou expériences au-delà des produits? Donc au-delà de tester les produits, est-ce que vous prévoyez de faire autre chose, de sensibiliser les gens peut-être comme vous êtes en train de faire, à la consigne, de leur proposer des expériences différentes? Oui, on essaie d'aller plus à la rencontre, alors peut-être pas comme on a pu faire sur les marchés, mais en mode un peu street marketing, donc essayer d'aller parler des produits, mais pas que des produits, donc aller à la rencontre un peu inattendue comme ça des gens, spontanément. On fait aussi des actions de ramassage, des collectes en fait sur les plages. C'était un peu notre engagement aussi au début, lors de la première campagne Ulule. Donc ça, on en a fait, on invite un peu qui veut venir aussi. Voilà, après on fait des animations, je sais qu'il y a les commerciaux aussi qui peuvent faire des animations dans les magasins, dans certains magasins. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Très bien. Écoutez, Marion Le Gouaillère, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la Brest Marketing Academy. On va conclure avec Anne-Marie qui va me rejoindre pour justement un petit mot de fin et vous libérer ensuite. Merci Fabienne, merci Marion. Alors il est temps de conclure cette matinée. Ce que je retiens de l'intervention de Grégorio, c'est la valeur du lien. Il nous a bien expliqué que le marketing tribal, contrairement au marketing traditionnel qui cherche à pousser les produits, le marketing tribal va chercher lui à travailler la notion d'attachement à la marque, la notion de lien. Et puis je retiens le phénomène aussi de societying qui met en valeur qu'aujourd'hui le rôle des entreprises n'est plus seulement de faire du commerce, mais aussi de contribuer à la société en étant solidaire. Ensuite, Boris nous a bien expliqué que pour entrer dans une communauté, il faut en avoir les codes. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de vous incruster dans une soirée si vous n'avez pas été invité et que vous ne connaissez pas le langage de ceux qui y sont invités. En tout cas, ce qu'on a bien compris, c'est qu'effectivement, c'était même dangereux d'aller entrer en conversation quand on n'a pas tous les codes nécessaires. En tout cas, quand on le fait de manière cohérente et intelligente, ça fonctionne et c'est vraiment une méthode efficace pour développer son image. Et enfin, le témoignage de Marion nous a montré à quel point la communauté bretonne est une communauté fiable et dynamique sur laquelle on peut compter, mais que les marques doivent faire preuve de transparence et puis aussi de considération pour ses clients, pour ses prospects. En tout cas, une chose est sûre, c'est que rien ne vaut la publicité d'un utilisateur qui en parle à d'autres utilisateurs qui sont liés par les mêmes valeurs. Voilà, donc merci à tous nos invités, merci à toute l'équipe technique pour cette matinale. Le replay sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre page LinkedIn pour être tenu informé de toutes nos rencontres. Et je vous dis à bientôt.